Un jour, quelqu'un que tu aimes va mourir, tu le sais déjà. Tu portes des fleurs à un enterrement, tu allumes une bougie, tu gardes un vieux vêtement, juste pour l'odeur, ça te semble normal. Mais la vraie réponse est bien plus étrange. Ces gestes ne viennent pas de toi, ils viennent d'ailleurs, d'un endroit beaucoup plus ancien que tu ne l'imagines. Remonte 60 000 ans en arrière. Dans une grotte du nord de l'Irak, un groupe d'humains dépose un corps dans la terre. Ce n'est pas un humain moderne, c'est un néandertalien. Et pourtant, ce corps a été placé avec soin, pas jeté, pas abandonné, placé. C'est là qu'intervient l'archéologue Ralph Solecki. Dans les années 1960, il fouille le site de Shanidar. Il trouve un squelette entouré de grains de pollen, beaucoup de pollen, de plusieurs espèces de fleurs différentes. Sa conclusion fait scandale à l'époque. Il pense que des fleurs ont été déposées volontairement sur le corps. Un rituel, un adieu. Pendant des décennies, cette idée devient célèbre. On l'appelle la tombe aux fleurs. Elle change la façon dont le monde voit les Néandertaliens. Ils ne sont plus des brutes sans pensée. Ils pleurent peut-être leur mort, eux aussi. Mais voici le vrai rebondissement. Ce n'est pas si simple. Des chercheurs plus récents, dont l'anthropologue Chris Stringer, remettent en question l'idée des fleurs déposées à la main. Le pollen aurait pu être transporté par des rongeurs, ou par le vent, ou par des abeilles qui creusent leur terrier dans le sol de la grotte. Alors, qui a raison? La réponse honnête est simple. On ne sait pas encore avec certitude. Et c'est exactement ça, le problème fascinant de l'histoire humaine. Les preuves sont fragiles. Le passé ne parle pas clairement. Il murmure. Alors, oublie un instant les fleurs. Concentre-toi sur autre chose de plus solide. Le simple fait d'enterrer un corps. Parce que ça, les preuves ne laissent presque aucun doute. À Shanidar, à la Chapelle aux Saints en France, à la Ferracie, des squelettes de néandertaliens ont été retrouvés dans des positions repliées, dans des fosses creusées à dessein. Pas empilés au hasard, pas dispersés par des prédateurs, placés avec une intention. L'archéologue Paul Petit a consacré une grande partie de sa carrière à cette question précise. Il étudie ce qu'il appelle l'archéologie de la mort. Selon lui, l'enterrement volontaire n'est pas un détail, c'est une frontière. Une frontière entre un animal qui abandonne ses morts et un être qui, d'une manière ou d'une autre, reconnaît que quelque chose d'important vient de se produire. Pose-toi cette question. Pourquoi un animal prendrait-il la peine de creuser un trou dans une grotte avec des outils en pierre juste pour y placer un corps qui ne bouge plus, qui ne respire plus, qui ne peut plus rien apporter au groupe? Un lion n'enterre pas sa proie. Un chimpanzé abandonne parfois un membre mort du groupe ou reste simplement assis à côté pendant un moment avant de repartir. Mais creuser une fosse, répéter ce geste sur plusieurs générations, dans plusieurs grottes, à des milliers de kilomètres de distance, ça, c'est différent. Regarde encore plus loin dans le temps. Sur le site de Cima de Los Huesos, en Espagne, des chercheurs ont retrouvé les restes de dizaines d'individus d'une espèce humaine encore plus ancienne, au fond d'un puits naturel profond. Aucun outil de survie n'explique leur présence là. Aucun accident collectif ne semble plausible. Certains scientifiques pensent que ces corps ont été délibérément déposés là, génération après génération, sur des centaines voire des milliers d'années. Si c'est vrai, la question devient encore plus vertigineuse. Cela voudrait dire que l'idée de traiter un mort différemment d'un simple objet existe depuis bien plus longtemps que l'espèce humaine moderne elle-même. C'est là que la question devient vertigineuse. Est-ce que les Néandertaliens ressentaient du chagrin, pas de la peur, pas de l'inconfort face à une odeur de décomposition, du chagrin, une vraie perte, une reconnaissance que quelqu'un d'unique venait de disparaître pour toujours? L'anthropologue João Zilhão a passé des années à étudier les traces de comportements symboliques chez les Néandertaliens. Des coquillages percés, des pigments ocre utilisés sans raison pratique évidente, des plumes d'oiseaux rapaces, choisies pour leur couleur, pas pour la nourriture. Si un être peut orner son corps sans raison de survie, peut-il aussi ressentir le besoin d'honorer un mort sans raison de survie? Voici le contre-intuitif. On a longtemps pensé que le deuil était une invention purement humaine, née avec le langage complexe, la religion, la conscience de soi. Mais les preuves suggèrent maintenant quelque chose de plus troublant. Le deuil pourrait être bien plus ancien que l'espèce humaine elle-même. Des éléphants restent parfois pendant des heures près du corps d'un membre de leur troupeau. Ils touchent les os avec leur trompe, doucement, à plusieurs reprises. Certains reviennent, jour après jour, vers le même endroit, longtemps après que le corps a disparu. Des orques ont été observés, portant le corps de leur petit mort pendant des jours, refusant de le laisser couler, parfois au prix de leur propre capacité à chasser normalement. Des corbeaux se rassemblent parfois en grand nombre autour d'un des leurs, immobiles, silencieux, pendant de longues minutes, avant de repartir.
Ce ne sont pas des humains, ce ne sont même pas tous des mammifères. Et pourtant, quelque chose ressemble à de la perte. Alors peut-être que la question n'est pas quand les humains ont-ils inventé le deuil. Peut-être que la vraie question est à quel moment le deuil est-il devenu un rituel partagé, transmis, répété volontairement de génération en génération. Et c'est exactement ce qui semble se produire il y a environ 100 000 ans chez les premiers Homo sapiens. À Kafzeh, en Israël, des squelettes humains ont été retrouvés déposés dans des fosses, parfois accompagnés d'objets. Un jeune enfant a été enterré avec les bois d'un cerf posés sur sa poitrine. Ce n'est pas nécessaire pour la survie du corps. Ce n'est pas nécessaire pour rien de pratique. C'est un geste. Un geste tourné vers quelqu'un qui n'est plus là pour le voir. Sur le site voisin de School, d'autres squelettes montrent le même schéma. Un adulte a été retrouvé les bras enroulés autour d'un jeune, tous deux placés côte à côte dans la même fosse peu profonde. Des chercheurs qui ont étudié ce site notent que la position n'a rien d'accidentel. Elle raconte quelque chose. Une proximité choisie, même dans la mort. Puis, il y a environ 34 000 ans, à Sungir, en Russie actuelle, 2 enfants ont été enterrés côte à côte, la tête presque touchante, couverts de milliers de perles d'ivoire cousues sur leurs vêtements. L'anthropologue Eric Trenkhaus, qui a étudié ces squelettes en détail, souligne un fait frappant. La fabrication de chacune de ces perles prenait des heures. Des milliers de perles, donc des milliers d'heures de travail humain, offertes à des corps qui ne bougeraient plus jamais. Réfléchis à ce que ça signifie vraiment. Une communauté entière, avec un temps limité, une nourriture limitée, un hiver glacial dehors, choisit de consacrer un temps immense, non pas à chasser, non pas à construire, mais à honorer 2 enfants morts. Ce n'est pas de la survie, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est peut-être la toute première preuve d'amour documentée dans l'histoire humaine. Mais le deuil préhistorique n'était pas toujours aussi soigné. Sur plusieurs sites datant du Paléolithique supérieur, des chercheurs ont aussi trouvé des traces bien plus troublantes. Des ossements présentant des marques de décharnement volontaires. Pas nécessairement un signe de violence. Certains anthropologues, dont Erela Overs, qui a étudié l'usage précoce de l'ocre rouge sur plusieurs sites du Levant, proposent une autre lecture. Ces gestes pourraient appartenir à des rituels funéraires complexes où le corps était traité, préparé, parfois même repositionné plusieurs fois avant l'enterrement final. Ce que tu appellerais aujourd'hui des funérailles en plusieurs étapes. Ça veut dire que la mort, pour tes ancêtres, n'était peut-être pas un simple moment. C'était un processus, quelque chose qu'on traversait lentement, collectivement, avec des étapes, presque comme un chemin qu'on suit ensemble. Et si tu penses que ce besoin de rituel s'est affaibli avec le temps, regarde ce qui se passe à peine 10 000 ans plus tard. Sur le site de Göbekli Tepe, en Turquie actuelle, des chasseurs-cueilleurs sans agriculture, sans écriture, sans métal, construisent d'immenses structures de pierre. Certains archéologues pensent que ces lieux étaient directement liés au culte des ancêtres et à la gestion de la mort collective. Des communautés entières, sans aucune nécessité de survie immédiate, choisissent de déplacer des blocs de plusieurs tonnes à la seule fin, semble-t-il, d'honorer quelque chose qui dépasse la vie quotidienne. Il y a un autre détail que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas seulement l'acte d'enterrer qui a évolué, c'est aussi ce que ce geste a fini par représenter pour les vivants restés en arrière. Sur plusieurs sites du Paléolithique, des chercheurs ont observé un phénomène étrange. Certaines tombes ont été rouvertes, parfois plusieurs années après l'enterrement initial, pas par des pillards. Les objets funéraires restaient souvent en place. Certains ossements semblent avoir été retirés, manipulés, puis replacés avec soin. Des anthropologues avancent une explication troublante. Peut-être que ces communautés revenaient, volontairement, pour retrouver leurs morts, pour les toucher une dernière fois, pour continuer, d'une certaine façon, une relation qui, dans ton esprit moderne, devrait s'être arrêtée net. Pense à ce que ça implique. Si une communauté prend la peine de revenir vers une tombe, année après année, ce n'est pas pour une raison pratique. Aucun outil, aucune nourriture, aucun abri n'en dépend. La seule explication qui reste, c'est une forme de lien qui refuse de se rompre simplement parce que le cœur d'une personne s'est arrêté. Regarde maintenant un exemple plus tardif, mais tout aussi révélateur. Sur le site de Lake Mungo en Australie, un squelette vieux d'environ 40 000 ans a été retrouvé saupoudré d'ocre rouge, un pigment qui devait être transporté sur de longues distances car il n'existe pas naturellement à cet endroit précis. Ce détail seul change tout. Cela signifie qu'un groupe humain a organisé un déplacement, un effort collectif, uniquement pour se procurer une substance qui n'avait aucune utilité de survie, mais qui semblait indispensable pour honorer un mort correctement. Et ce n'est pas un cas isolé. D'un continent à l'autre, sur des dizaines de milliers d'années,
le même schéma revient sans cesse. Une communauté qui pourrait économiser son énergie, sa nourriture, son temps, choisit systématiquement de ne pas le faire lorsqu'il s'agit d'un mort. Ce choix répété encore et encore à travers des populations qui n'avaient aucun contact les unes avec les autres suggère quelque chose de profond. Ce n'est pas une coutume locale, c'est probablement une caractéristique fondamentale de ce que signifie être humain, et peut-être même en partie de ce que signifiait déjà être néandertalien. Alors pourquoi ce comportement a-t-il traversé les âges sans jamais disparaître, même quand tout le reste changeait autour de lui, les outils, les habitations, les langues, les croyances? Une explication proposée par plusieurs chercheurs en psychologie évolutionniste est simple, presque brutale dans sa logique. Les groupes humains qui prenaient soin de leurs morts renforçaient aussi du même geste les liens entre les vivants. Un rituel funéraire rassemble un groupe. Il rappelle à chacun qui appartient à qui. Il réaffirme des alliances, des obligations, une mémoire commune. Un groupe plus soudé survit mieux qu'un groupe qui se disperse au premier signe de perte. Le deuil, sous cet angle, n'est pas seulement une émotion. C'est peut-être aussi, sans que personne ne l'ait jamais choisi consciemment, un mécanisme de survie déguisé en acte d'amour. Maintenant, reviens à toi, reviens à ta bougie, à tes fleurs, à ce vieux vêtement que tu gardes dans un tiroir. Ce n'est pas une habitude moderne. C'est un écho de Sungir, un écho de Kafzeh, un écho de Göbekli Tepe. Peut-être même un écho, encore incertain, de cette grotte à Shanidar où le pollen d'anciennes fleurs a soufflé ou a été déposé sur un corps qu'on refusait d'abandonner. Le monde a changé presque totalement depuis. Tu ne dors plus dans une grotte, tu ne portes plus de peau de bête, tu ne chasses plus le mammouth. Et pourtant, face à la mort, tu fais presque exactement ce que faisaient tes ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années. Tu ralentis, tu marques l'endroit, tu offres quelque chose que la personne ne pourra jamais utiliser. Une fleur, un objet, du temps. Pourquoi ? Parce que ce geste ne sert pas le mort, il sert les vivants. Il dit, à voix haute ou en silence, que cette personne comptait, que sa disparition mérite un temps d'arrêt, un rituel, une marque dans le monde. Pense aussi à toutes les petites choses que tu fais sans même y réfléchir. Garder une photo sur ton téléphone, revisiter une conversation, répéter une phrase que la personne disait souvent. Chacun de ces gestes minuscules appartient à la même chaîne qui commence, aussi loin qu'on puisse le voir, dans une grotte du nord de l'Irak, ou peut-être encore plus loin, au fond d'un puits en Espagne, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Regarde ce qui se passe aujourd'hui, dans ta propre vie, sans que tu y prêtes vraiment attention. Une minute de silence lors d'une réunion. Un message envoyé à toute une famille pour annoncer une nouvelle triste. Des amis qui se déplacent, parfois de très loin, seulement pour être présents un jour précis, à une heure précise, dans un lieu précis. Aucun de ces gestes ne change quoi que ce soit pour la personne disparue. Il change quelque chose pour toi. Il te rappelle que tu n'es pas seul face à cette perte. Exactement comme un groupe entier se rassemblait autrefois autour d'une fosse creusée dans la terre froide. Ce qui est troublant, c'est que cette chaîne n'a jamais été rompue. Guerre, famine, migration, effondrement de civilisations entières. Rien de tout cela n'a réussi à effacer ce besoin fondamental. Chaque culture humaine connue, sans exception, a développé une forme ou une autre de rituel funéraire. Pas parce qu'on leur a appris à le faire de force, mais parce que quelque chose, profondément ancré, refuse de laisser un mort disparaître sans un geste en retour. Alors la prochaine fois que tu déposeras une fleur sur une tombe ou que tu garderas un objet qui n'a plus aucune utilité pratique, souviens-toi de ceci. Tu ne fais pas quelque chose de nouveau, tu fais quelque chose d'extrêmement ancien. Une chaîne ininterrompue de gestes transmise à travers des dizaines de milliers d'années, des grottes de Shanidar jusqu'à toi aujourd'hui. Un jour, quelqu'un que tu aimes va mourir. Et toi aussi, un jour, tu mourras. Mais si l'histoire humaine nous apprend une chose, c'est que quelqu'un, quelque part, prendra le temps de s'arrêter, de se souvenir, de déposer quelque chose que tu ne pourras jamais voir. Exactement comme le faisaient déjà les tout premiers humains, il y a plus de 30 000 ans,